la Santé publique, Dr Ilyasu Idi, a présidé ce matin le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la méningite. C'était dans la localité de Kéhé, dans la commune rurale de Yuri. Et puis après la manifestation des scolaires du 10 avril dernier, les réactions tombent de partout. Vous le suivrez dans ce journal. Jeudi 13 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, le ministère de la Santé publique a procédé ce matin au lancement de la campagne de vaccination contre la méningite. C'est le village de Kéhé, dans la commune rurale de Yuri, dans la région de Tillabéri, qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Elle a enregistré la participation du secrétaire général de la région de Tillabéri, du maire de Yuri et de plusieurs autres invités, parmi lesquels nos reporters Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. Cette cérémonie marque le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite dans le village de Kéhé, commune rurale de Yuri, c'est dans la région de Tillabéri. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Yuri a remercié le ministère de la Santé pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie. Quant au secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri, il a accentué son intervention sur les cas de méningite enregistrés et les zones affectées par cette maladie dans sa région. La situation épidémiologique au niveau régional est caractérisée encore en ce début d'année 2017 par l'éclosion de foyers de méningite. C'est ainsi que du 1er janvier au 11 avril 2017, les différentes formations sanitaires de la région ont notifié 262 cas et 22 décès de méningite. Le district sanitaire de Kolo a enregistré 155 cas, 11 décès, soit 59% du total des cas. Les zones les plus affectées par cette maladie sont Yuri, 50 cas avec 3 décès, Libor et Tonkubangu, 43 cas avec 7 décès dans le département. Malgré les différentes actions entreprises, la situation n'est toujours pas réjouissante. C'est pour cette raison que nous avons sollicité auprès de vous, Monsieur le ministre de la Santé publique, l'appui technique et financier pour permettre de prévenir et de prendre en charge la méningite dont le germe causal le plus fréquemment rencontré est le méningocoque C, forme fulgurante, mortelle si le traitement n'est pas institué très rapidement. Procédant au discours du lancement de cette campagne, le ministre de la Santé a rappelé les dispositions prises cette année pour combattre la méningite. Cette année, dès le mois de janvier, les dispositions suivantes ont été prises. L'élaboration d'un plan national de riposte, le renforcement de la surveillance dans tous les centres de santé, le prépositionnement de médicaments dans toutes les régions et tous les départements du pays. Ainsi, le 29 mars, lorsque les premières aires de santé ont atteint le seuil épidémique, notre pays disposait déjà d'un stock de médicaments permettant de prendre en charge 25 000 malades. La disponibilité d'un stock tampon de vaccins contre la méningite. Cette campagne nationale de vaccination contre la méningite que nous lançons ce matin dans la commune rurale de Yuri concerne les personnes âgées de 2 à 20 ans. Je tiens à rappeler que toutes les personnes ayant déjà été vaccinées en 2015 ou en 2016 sont encore protégées puisque ce vaccin a une validité de 3 ans. Cette cérémonie a pris fin par une visite du ministre de la Santé à Yuri. Il s'agissait pour Dr Idi Ilyasu de constater de visu le déroulement de la vaccination contre la méningite dans cette localité. Déjà le 10 avril dernier, l'attention était tendue à Niamey, notamment au campus universitaire de Niamey, en cause donc des échauffourées entre les étudiants et les éléments de force de l'ordre, des échauffourées dont les conséquences ont été énormes.
avec notamment la perte en vie humaine. Une situation qui a amené le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX dans une déclaration ce matin de condamner énergiquement ces événements et de demander aux recteurs des universités publiques du Niger de respecter les textes sur les franchises universitaires. Suivez plutôt. Sans passer par mille chemins, les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur ont condamné les événements intervenus le 10 avril dernier sur le territoire de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Des enseignants très choqués au regard d'importants dégâts enregistrés. Le lundi 10 avril 2017, contre toute attente, les forces de l'ordre et de sécurité ont envahi le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey pendant que les étudiants s'apprêtaient à se réunir pour décider de la conduite à tenir par rapport à la reconduction pour 72 heures du mot d'ordre de suspension des activités académiques lancé par le comité directeur de l'USN. Les étudiants surpris ont été sauvagement réprimés par les forces de l'ordre. Même ceux qui se trouvaient dans les salles de cours, les bibliothèques, le restaurant, les dortoirs, les mosquées et les ablutoires n'ont pas été épargnés lors de cette intervention barbare. Outre des dégâts matériels importants, bibliothèques, bureaux d'enseignants-chercheurs, centre informatique indien, cafétéria de la faculté des lettres et sciences humaines, saccagés, d'importants vols d'ordinateurs, de téléphones portables et de motos ont été perpétrés lors de cette intervention. Plus grave, suite à cette intervention, on déplore la mort de Mala Bagale, étudiant en 3e année de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines, ainsi que plusieurs blessés graves et plus de 80 étudiants interpellés. Contrairement au dire de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cette intervention a été effectuée en violation de l'article 5 de l'ordonnance 92-036 du 21 août 92 relative aux franchises et libertés universitaires qui dispose. Les forces de l'ordre ne peuvent intervenir dans les enceintes, locaux et installations universitaires sans autorisation écrite du recteur de l'université. À notre connaissance, à cette date, il n'y a aucune trace de cette autorisation écrite. Le bureau exécutif national du syndicat des enseignants-chercheurs a saisi aussi l'occasion pour interpeller tous les recteurs des universités publiques du Niger de respecter l'ordonnance relative aux franchises universitaires. Le BEN-SNEX présente ses condoléances les plus attristées à la communauté estudiantine, à la famille du disparu et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le BEN-SNEX condamne fermement les violations des franchises universitaires et ces faits barbares qui relèvent d'une autre époque et non d'un état de droit. Le BEN-SNEX exige l'ouverture d'une enquête indépendante pour soutenir les responsabilités et déférer les responsables de ces actes ignobles devant les juridictions compétentes. Le BEN-SNEX exige l'ouverture immédiate des campus universitaires de Maradi et de Niamey pour un bon déroulement des activités académiques. Il exige la libération des étudiants sans condition. Le BEN-SNEX demande le retrait des forces de l'ordre des enceintes universitaires. Dans le souci de trouver des solutions durables aux problèmes des étudiants et même dans les universités du Niger, le SNEX demande l'ouverture des négociations franches et sincères entre les différentes parties. Et oui, cette situation suscite de vives réactions à suivre dans ce journal. Celle d'abord de l'association des parents d'élèves. Dans un communiqué de presse, le président du bureau exécutif de l'association des parents d'élèves est très préoccupé par la situation des scolaires suite au malheureux événement du 10 avril 2017, informe l'opinion nationale et internationale que la structure est à pied d'œuvre pour ramener le calme et la sérénité. À cet effet, au moment opportun, poursuit le bureau exécutif de cette association, il procédera il portera du moins à la connaissance du public les résultats de ces investigations. Et aussi, c'est le lieu ici de présenter à la famille du disparu et à toute la structure de l'USN ses condoléances les plus attristées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'était là donc le communiqué de presse du bureau de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. Autre réaction donc, c'est celle du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODA. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme CODA et de la démocratie, dans un communiqué de presse,
condamne la brutalité caractérisée par usage disproportionné du moins de la force publique pour contenir les manifestants. Présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Code demande au pouvoir public de veiller au respect de la liberté de manifestation. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique sont des droits fondamentaux consacrés par la Constitution du 25 novembre 2010. Le Code invite le gouvernement à ouvrir dans le meilleur délai une enquête afin d'apporter toute la lumière sur ces tristes événements qui ont coûté la vie à un étudiant et occasionné plusieurs blessés graves. Enfin, le Code demande au gouvernement l'ouverture des négociations franches avec les acteurs de l'école nigérienne afin de trouver une solution durable au problème de l'éducation. Un autre communiqué de presse, toujours en réaction aux événements du 10 avril dernier, c'est celui du collectif des organisations pour la défense des droits à l'énergie CODAE. Le CODAE qui s'inquiète fortement du sort réservé à l'année scolaire en cours et condamne avec la dernière énergie ces interventions singulières exercées contre des élèves et étudiants. Le Code rappelle une fois encore que l'éducation est un droit fondamental et un bien public essentiel. De ce fait, les élèves et étudiants ont le droit de manifester pacifiquement et demandent le paiement de leurs bourses et aides sociales. Pareillement, les droits humains et libertés fondamentales sont des acquis inaliénables pour tout citoyen et ne sont donc pas des valeurs qu'on peut remettre en cause. À ce titre, le Code présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Aussi demande la libération des élèves et étudiants arrêtés, l'ouverture du campus universitaire suivie d'une enquête indépendante pour traduire les commanditaires et complices devant la justice. Enfin, le Code invite l'ensemble des patriotes à cultiver l'apaisement et de rester mobilisés pour barrer la route aux fossoyeurs de l'école qui, s'ils s'assument et comprennent la gravité de leur acte funèbre, n'attendront pas qu'ils soient démissionnés. C'était là donc le communiqué de presse du Code fait à Niamey ce 13 avril 2017, signé le président Moustapha Kadi. Un autre communiqué toujours relatif aux événements de l'université, c'est le communiqué de presse conjoint de la coalition des organisations nigériennes de droits de l'enfant CONID Niger et du Forum des journalistes et communicateurs sur les droits de l'enfant. C'est la CONID et le FJCDE condamnent sans réserve l'usage abusif de la force publique contre les élèves et étudiants en général et les enfants en particulier. Présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Demande aux autorités de créer les conditions d'un retour à la sérénité, de reprendre le dialogue avec tous les acteurs de l'éducation et de rouvrir le campus universitaire sans délai. Enfin, demande d'ouverture donc d'une enquête pour faire la lumière sur les violations graves des droits humains et de sanctionner tous les acteurs, co-auteurs et complices qui ont agi en violation des franchises universitaires. Signé le 13 avril 2017 pour le CONID Siddikou Moussa et pour le FJCDE Al-Mokhtar Kaini. L'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, a réagi également à travers un communiqué de presse. L'USN condamne sans réserve les violences ayant marqué la gestion des manifestations des scolaires et étudiants du lundi 10 avril dernier, violence ayant abouti malheureusement à la mort d'un étudiant et à la fermeture des campus universitaires de Maradi et Niamey. Rappel au gouvernement que les manifestations publiques sont garanties par la Constitution du 10 novembre 2010. Invite le gouvernement à ouvrir sans délai le campus universitaire dont la fermeture programmée est consécutive à la violation inacceptable des franchises universitaires
universitaire. L'USTN demande au gouvernement et aux partenaires de l'école de tout mettre en œuvre afin de créer les conditions d'une gestion sereine et durable des problèmes de l'école nigérienne. L'USN exige aussi du gouvernement la libération immédiate et sans condition des scolaires interpellés et l'ouverture d'une information judiciaire afin d'identifier tous les responsables de la tuerie du 10 avril dernier et leur mettre à la disposition de la justice. L'USN présente enfin ses condoléances au mouvement scolaire nigérien et estudiantin, aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Signé Manu Bagé, le secrétaire général du bureau exécutif national du SNEN. Toujours déclaration de presse de la coordination des syndicats du personnel administratif et technique des universités publiques du Niger, de l'EMIG et du Centre national des œuvres universitaires sur la situation des universités publiques du Niger. Cette coordination condamne fermement la violation des franchises universitaires et l'usage disproportionnel de la force contre les manifestations scolaires et estudiantines du 10 avril 2017, dont le bilan officiel dressé par les autorités fait cas d'un étudiant décédé, de 88 blessés et 313 interpellés. Présente ses condoléances les plus attristées, sa compassion et sa solidarité aux familles et aux proches de la victime de cette répression barbare d'un autre âge, souhaitant propre rétablissement aux blessés. Exige aussi l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités et déférer les responsables devant les tribunaux. Exige l'ouverture immédiate des campus universitaires de Niamey et Maradi pour un bon déroulement des activités académiques. Apporte son soutien à l'USN et à l'UNUN. Rappelle aux éléments de force de l'ordre qu'il est dans leur intérêt chaque fois qu'ils sont envoyés sur le terrain pour réprimer les manifestants pacifiques de garder à l'esprit qu'ils sont au service des citoyens. Dénonce les violences exercées par les forces de l'ordre à l'endroit des personnels administratifs et techniques dans l'exercice de leurs fonctions. Exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations du 10 avril 2017. Demande l'ouverture des négociations franches et sincères entre les partis concernés en vue de trouver des solutions durables aux problèmes des étudiants. Enfin, la coordination félicite d'abord les FDS et leur apporte son soutien dans la lutte contre Boko Haram suite à l'attaque de Guesquerou et souhaite un bon rétablissement aux blessés. Autre aspect de cette édition, le bureau du syndicat des agents et fonctionnaires contractuels de l'enseignement de la région de Niamey condamne la lenteur dans le paiement des pécules de contractuels qui tombent à compte-gouttes. Une situation condamnée par le secrétaire général du SNASEP de la région de Niamey, Mega Hamadou. Nous sommes au regret de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, malgré notre bonne foi à accompagner ces autorités pour sauver l'école publique nigérienne, nous sommes au regret de constater que ces responsables, ces autorités qui nous dirigent n'ont aucune pitié pour le monde enseignant. Il vous souviendra que nous avions carrément oublié cette affaire de paiement en compte-gouttes. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre, plus précisément au niveau de la région de Niamey, où la paie a commencé depuis vendredi passé. Cela fait une semaine aujourd'hui. À chaque fois, on nous dit qu'il n'y a pas la liquidité. Ça veut dire que les engagements qui ont été pris par le gouvernement de la 7e République le 13 décembre, ce ne sont que des chimères. Et c'est pour cette raison que nous portons à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que demain, si rien n'est fait, demain, Inch'Allah, nous allons envahir les locaux de la PRI de la région de Niamey pour exiger le paiement intégral des pécules de nos camarades. Pour les autres régions, c'est pareil aussi. Et dans certaines régions, ça n'a même pas commencé. Et même là où ça a commencé, c'est le même processus.
On commence à payer 50 à 60 personnes. On nous dit que l'argent est terminé, il faut attendre 72 heures ou 48 heures. Nous ne pouvons plus accepter cette étape de fait. C'est des pratiques que nous avons oubliées depuis 2004. Nous ne pouvons pas accepter à ce qu'au moment où ces autorités-là crient haut et fort pour dire qu'ils ont amélioré le système, nous ne pouvons plus accepter à ce que ces retards dans le paiement soient, n'est-ce pas, le quotidien des enseignants du Niger. La question des enseignants du spécial A et B qui attendent toujours de connaître leur sort a été évoquée par le président du comité interministériel chargé de négocier avec les syndicats du secteur de l'éducation. C'était le samedi dernier devant les députés nationaux. Les explications fournies par le ministre Bazoum n'ont pas plu aux concernés, d'où cette réaction du président du comité des spéciales A et B. Pour faire le délibéré, il fallait fournir des preuves des gens du spécial A des camarades qui n'ont pas été suspendus, qui n'ont ni été touchés par la suspension, ni été coupés. Et ces informations-là, dans un délai de 15 jours, nous les avons fournies. C'est en ce même moment, en ce temps, que le sieur Bazoum, étant à l'Assemblée, devant le peuple nigérien, parce qu'on peut me mentir, on ne peut pas mentir à un peuple. Devant l'Assemblée nationale, il dit que nous avons perdu le procès. Comme si c'est lui le juge, pendant qu'une affaire est pendante à la justice. Quand vous sortez, donnez votre avis pour dire que voilà ce que la justice a dit, on va vous interpeller. Alors lui, en tant qu'autorité, pendant que l'affaire est pendante devant les juridictions, et il dit que nous avons perdu le procès. D'où tient-il ce papier? Voilà. Le juge qu'on a nommé pour l'instruction, pour mener les enquêtes, il nous a demandé de fournir les informations par rapport aux gens du spécial A de 2012 ou de 2013 qui n'ont ni été coupés, ni été suspendus. Et on a fourni ça. Ces personnes-là sont là. On ne peut pas mentir sur un vivant. Pourquoi les gens prennent le plaisir d'influencer la justice? Les institutions sont faites pour réguler certaines choses. J'ai toujours dit, un pays peut prospérer même dans la mécréance, mais pas dans l'injustice. Et nous continuons à le marteler. Il y a rupture d'égalité devant les citoyens. Parmi nous, certains sont là aujourd'hui, ils ont bénéficié de postes stratégiques, ils ont été nommés pendant qu'ils ont fini leurs études, alors que nous attendons la sentence de la justice. Parce que nous avons foi à la justice et nous avons fourni les preuves de ce que nous défendrons. On reste optimiste et très 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 déterminé parce que on a foi en ce que nous faisions. Nous avons fourni ce qu'on nous a demandé dans un délai de 15 jours. On a dit qu'il y a rupture d'égalité. Bambanti, entre nous. Ils nous ont fait ce qui ne devait pas se faire. Ils nous ont fait, comment on appelle, mal dans nos chairs, dans nos âmes. Deux groupes de malfaiteurs ont été mis hors d'état de nuire par la police nationale. Ils sont spécialisés dans le vol dans les maisons et vol à main armée. Ces malfrats ont été présentés à la presse ce jeudi dans le locaux de la police judiciaire. Leur mode opératoire dans ce reportage de Assama Oseidou et Sadou Doumi. Il s'agit là de deux groupes de malfrats démantelés par la police nationale. Le premier composé de 6 personnes qui opèrent dans les maisons et le second groupe spécialisé dans le vol à main armée, tous de nationalité nigérienne. La direction de la police judiciaire, à travers la brigade de recherche et d'investigation, a fini par mettre la main sur 2 groupes de malfrats. Le premier groupe est composé de 6 personnes. Donc ils ont à leur possession 2 armes, un revolver et une marque allemande. Donc c'était tard dans la nuit, aux environs de 4h du matin, ils ont fait 2 d'entre eux ont fait irruption dans une maison au niveau du quartier Rekazama. Donc le propriétaire de la maison a tenu tête à ces derniers. Donc il avait crié au secours. Et les voisins ont intervenu, donc ils ont pu maîtriser ces 2 individus et les 2 armes ont été récupérées par les voisins.
ils ont fini par être envoyés au niveau de la police judiciaire qui avait ouvert une enquête. Et l'enquête nous a permis de récupérer les autres membres du réseau. Et il est important de vous préciser ici que ce réseau de malfrats vient juste à peine d'être constitué. Le deuxième groupe, c'est aussi un groupe de malfrats composé de 3 personnes spécialisées dans le vol à main armée. Donc à leur niveau, ils ont suivi une pompiste qui avait la recette journalière avec elle dans son sac. Donc arrivée chez elle, elle avait juste déposé le sac. Ces 2 messieurs étaient rentrés dans la maison. Donc ils avaient aussi à leur possession un pistolet automatique. Donc elle avait crié aussi au secours, les voisins ont intervenu, ils ont pu maîtriser les 2 malfrats. Donc l'arme a été récupérée ainsi que 2 couteaux. La collaboration de la population a été d'une contribution inestimable dans cette prouesse réalisée encore une fois par la police. Le syndicat national des agents des impôts SNAI était en assemblée générale de 3 jours depuis hier mercredi ici à Niamey et dans les autres régions du Niger. Une AG pour permettre à la base de déterminer la conduite à tenir pour défendre les intérêts des agents. Faisons le point avec Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou. Depuis hier mercredi, le SNAI, syndicat national des agents des impôts, est en assemblée générale. Objectif, informer la base sur les difficultés auxquelles les agents des impôts sont confrontés, notamment en ce qui concerne les questions de ristourne. Il n'y a pas très longtemps, on a dénoncé une tentative du ministre des Finances à s'accaparer d'une partie de nos ristournes. La tentative a permis, notre réaction a permis d'estomper cette tentative-là. Mais aujourd'hui, un autre facteur s'est encore créé autour du secrétaire général du ministère des Finances qui a vu passer 3 ministres des Finances et à chaque fois qu'un ministre des Finances arrive, il saisit l'occasion pour remettre en cause un certain nombre des acquis du SNAI. De l'autre côté, vous avez le secrétariat général du gouvernement qui s'est gratuitement pris aux agents des impôts récemment à travers le SGG lui-même qui est allé jusqu'à qualifier d'illégal une ristourne qui a été instituée par la loi. Nous avons vu que cette réunion de mauvaise foi des différents acteurs pour déstabiliser le fonctionnement au niveau de la direction générale nous a amené à se dire qu'il faut que nous sortions de notre réserve, il faut que nous prenions les affaires en main et c'est ce qui nous a amené en tant que syndicat tout à fait démocratique à étaler les discussions avec la base. Pour cette deuxième journée, le BENSNAI compte prendre des décisions avec la base sur la conduite à tenir afin de pallier à ce problème. Nous sommes déjà très satisfaits de la première journée. Les recommandations qui ont commencé à parvenir des régions sont assez édifiantes. Nous allons d'abord les garder pour nous-mêmes puisque les assemblées et les consultations sont toujours en cours. Et la journée de demain sera consacrée à la présentation de la synthèse, pas seulement de l'Assemblée générale de Niamey, mais de l'ensemble des assemblées générales qui se sont tenues autour de 8 régions du Niger. Et donc la synthèse sera la ligne de conduite du BENSNAI pour les jours et semaines à venir. Cette assemblée générale constitue la première étape de lutte contre les injustices auxquelles font face les agents des impôts. La journée de demain sera consacrée pour la synthèse des 3 jours d'échange. Le village de Tilikolo, situé dans la commune urbaine de Saï, a abrité hier soir le lancement de la campagne de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et la scolarisation de la jeune fille. Cette campagne de l'ONG DUCO qui concerne 10 villages s'étalera sur 3 mois avec comme thème « Je m'engage pour un environnement sain », nous rapportent nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Doumi. La présente cérémonie regroupant les populations d'une dizaine de villages de la commune urbaine de Saï marque le lancement de la caravane de sensibilisation sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la scolarisation de la jeune fille. Je m'engage pour un environnement sain est le thème retenu pour cette campagne du projet
contribuer à garantir le droit à l'alimentation pour 302 000 personnes de la commune de Saï, sur l'initiative de l'ONG DICO. Cette activité d'hygiène et assainissement de sensibilisation va être couplée pour aussi sensibiliser la communauté ou bien l'ensemble des communautés pour la scolarisation de la jeune fille. Toujours en lien avec l'objectif de l'ONG DICO qui est d'être aux côtés des populations les plus vulnérables. C'est une thématique qui nous est chère, tout comme l'eau, hygiène et assainissement. Nous voulons profiter pour que l'activité durant ces 3 mois puisse concerner ces 2 thématiques-là. Nous voulons à travers ça amener notre contribution pour que ces populations riveraines du fleuve, pour que l'aspect ATPC, donc les changements de comportement pour avoir vraiment un environnement sain, puisse être de mise. Nous voulons aussi encourager la communauté à davantage à scolariser les jeunes filles pour que ça puisse vraiment être aussi de plus pour la communauté. Nous voulons par cette activité aussi toucher l'ensemble de ces villages, non seulement pour garantir l'autosuffisance alimentaire, pas la sécurité alimentaire du moins, la sécurité alimentaire dans ces villages-là, pour une autosuffisance alimentaire chère toujours à la politique nationale, mais aussi amener ces communautés à un changement de comportement lié toujours à la question de salubrité, d'hygiène, assainissement et la gestion des points d'eau. Une initiative vivement louée aussi bien par les services techniques que par les autorités municipales de la cité de Momandiobo, dont la population est bénéficiaire de cette caravane. L'ONG DICO est attentif aux différentes contraintes qui bloquent le développement du secteur eau, hygiène et assainissement. Il sait aussi que les maladies d'origine hydrique sont parmi les principales pathologies responsables de la mortalité et de la morbidité des enfants de moins de 5 ans. C'est pourquoi nos communautés doivent créer un environnement sain et prioriser la promotion de l'hygiène et l'assainissement pour protéger ses fils et filles et mieux les armer dans la bataille que mène le Niger contre la pauvreté et les maladies liées au manque d'hygiène. J'invite toutes les communautés, les services techniques et organisations concernées à lui apporter le soutien et les synergies nécessaires pour le succès de son action. Un avant-goût de la caravane a été donné à l'assistance à travers des séances de sensibilisation sur les différentes thématiques, objet de cette campagne qui durera 3 mois. Restons dans la région de Tillabéri toujours. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur était sur les chantiers de construction de la caserne des sapeurs-pompiers du département de Terra. Les travaux de construction de cette caserne exécutés à hauteur de 40% sont financés par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U à hauteur de 120 millions de francs CFA. C'est plutôt. Constater l'état d'avancement des travaux de construction de la caserne des sapeurs-pompiers du département de Tira, région de Tillabéri, entièrement financé par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U à hauteur de 120 millions de francs CFA. C'est l'objectif de cette visite effectuée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, Alassane Seiboun, sur ces chantiers. Dans son déplacement, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur est accompagné par le directeur général de la protection civile, le colonel Bakou Bakar, du coordinateur national du PGRC2U, Massaoud Amadou Souley, et du responsable national des infrastructures du PGRC2U, Abdallah El Haj Mohamed. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le préfet du département de Tira. Sur ce chantier, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur a passé en revue les différents blocs en construction où d'amples explications lui ont été fournies sur le déroulement des travaux. Au terme de sa visite, Alassane Seiboun tire un bilan satisfaisant. D'une manière générale, on a échangé. Il y a quelques insuffisances, mais je crois que ce ne sont pas des insuffisances d'une très grande importance que l'entrepreneur peut corriger. Et l'avantage aussi d'être sur le terrain, c'est que ça a permis de constater la réalité sur le terrain au lieu de s'en tenir au plan exclusivement et au besoin, s'il y a des modifications à faire quelques modifications. Le responsable national des infrastructures du PGRC2U, pour sa part, nous détaille le plan en construction. Nous avons 3 types d'ouvrages que nous finançons à ce niveau. Donc nous avons ce qu'on appelle le poste de commandement, qui est constitué d'un hangar qui doit abriter les engins pour les sapeurs-pompiers, et aussi
des chambres de garde et la centrale pour le personnel de sapeurs-pompiers. Le deuxième type d'ouvrage, c'est des dortoirs. Le troisième ouvrage que nous sommes en train de réaliser, c'est les toilettes, les sanitaires. Donc, les travaux de construction de cette caserne sont exécutés par l'entreprise Sécuré et le responsable rassure les autorités quant au respect du délai. On nous a donné 6 mois pour l'exécution des travaux, mais nous sommes aujourd'hui 42 jours du commencement des travaux et nous sommes à hauteur de 35 à 40% de l'évolution des travaux. A noter que la construction de cette caserne entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction de 13 casernes de sapeurs-pompiers dans les différentes zones d'intervention du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU. Et pour la réalisation de ce projet, c'est une bagatelle somme de 1,5 milliard de francs CFA qui a été injectée par le PGRCDU. Du sport dans ce journal avec le coup d'envoi de la 26e édition du Tour cyclisme international donné le week-end dernier au Togo. Plusieurs pays d'Afrique et d'Europe participent à cette édition dont le Niger représenté par 6 cyclistes qui ont vaillamment défendu les couleurs nationales. Suivez plutôt. La troisième étape du 26e Tour cycliste international du Togo a remis les acteurs sur les selles de leur vélo à 10h45 à Kanté pour une distance de 68 km pour atteindre l'arrivée à Kara, une distance jugée être flash pour des coureurs aguerris, sauf que là, la nature impose son tempo avec à la clé un chapelet de montée allant jusqu'à 5% sur un trajet de 40 km de village en village, de montée en montée. Après 20 km de course, Nobel Rick, le jeune néerlandais, engage une échappée. Il se fait accrocher par Aziz Nikema, le Burkinabé, Van Gogh, le Belge, et Siaka Cissé de la Côte d'Ivoire, maillot jaune de ce 26e Tour du Togo. Victime de crevaison, Siaka se fait rattraper par le deuxième peloton. Autre victime de cette troisième étape, Jibril Hassandi Michelin, capitaine de l'équipe du Niger, qui a percuté un cochon. N'eût été ce drame intervenu, Michelin, qui était dans une bonne posture, allait faire engranger au Niger plusieurs points, puisqu'il détient le meilleur temps du Niger. Au terme de cette étape, c'est le Belge Van Gogh qui monte sur la plus haute marche du podium en 1h21 minutes. Je vais vous remettre le micro. Ça n'est donc fini pour la troisième étape. Les coureurs reprendront la route pour la quatrième étape. Kara, Chamba, soit 108 km. Attendons donc un retour sur la deuxième étape où les Nigériens se sont fait distinguer parmi les autres cyclistes. Retrouvons nos confrères de Dunia TV. Sokodé Niamtougou, 105 km, c'est la deuxième étape du 26e Tour cycliste international du Togo. Au starter, l'officiel de la course, il est 8h30 heure locale, 9h30 heure de Niamey. On prend les mêmes et on recommence. Les sons du coureur renouent avec la piste après l'étape difficile de Dani qui a sonné les inexpérimentés. Ainsi de Sokodé à la faille d'Aledjo qui constitue la moitié du trajet, les cyclistes nigériens se sont bien comportés, cramponnés aux roues des ténors du peloton. Alors que nous sommes à Kara, à 28 km de l'arrivée, Mohamed Soumane Didogo crée la sensation en reliant le peloton de traîne à celui du deuxième, ramassant du coup plusieurs coureurs sur son chemin. Cet exploit du jeune prodige de l'AS Police lui a valu le maillot du meilleur équipier. La petite reine nigérienne renaît à peine de ses cendres et les cyclistes font déjà parler du Niger sur les pistes internationales à l'image du Tour cycliste du Togo. Et oui, chers téléspectateurs, la deuxième étape du 26e Tour cycliste international du Togo a connu son épilogue, bien évidemment, avec le sacre de l'Hollandais Peter Mers. Demain, les coureurs reprendront les selles de leur petite traîne entre Kanté et Kara, soit une distance de 68 km. Damana Abdoulaye sur le Tour cycliste international du Togo pour le Niger.
Félicitations donc aux cyclistes nigériens et point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.